Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonjour, merci d'être si nombreux cet après-midi. On va évoquer en quelques minutes le parcours de David B. à travers 4 albums emblématiques. Il y aura évidemment à la fin la place pour que vous puissiez poser des questions. L'idée, c'est un peu de commenter, de s'appuyer sur les planches. Donc, il y a pas mal de planches qui vont défiler derrière nous. Voilà, donc on va commencer avec un album qui a maintenant quasiment 35 ans, qui s'appelle Le Cheval Blême. Et c'est un album qui est souvent décrit, présenté comme un des plus importants de la bande dessinée des années 90. Parce que pour la première fois, quelqu'un va me parler de ses rêves entièrement dans un album, une BD très intime. Et donc, est-ce que vous pouvez raconter comment est né cet album ? Parce qu'à l'époque, personne ne fait ça. Donc, comment c'est né ? Ça a été un des premiers livres originaux publiés à l'association. Il y avait déjà eu 2 livres qui avaient été publiés, mais c'était des histoires de celui de Dupuy et Berberian. Et déjà, je dis tout de suite une bêtise. Enfin bon, je m'explique. Celui de Dupuy et Berberian, c'était des histoires qui étaient parues dans Fluide Glacial, je crois. Et l'autre était aussi un album inédit. C'était un album de Lewis Trondheim et Jean-Christophe Menu, un album oubapien. Et donc, on voulait faire aussi une collection en demi-format à l'association. Le principe, c'était de faire des collections en formats différents, de façon à ce que les auteurs puissent travailler dans le format qui leur plaisait. Moi, j'avais commencé à dessiner des cauchemars que je faisais la nuit. Et j'en faisais des pages, des adaptations donc en bande dessinée de ces cauchemars, mais vraiment sans penser à les publier. Pour moi, c'était une sorte d'entraînement un peu pour me faire la main. Et une fois, je me souviens, je déjeunais avec Berberian et Menu, et je leur avais montré les pages, je leur avais montré ça, en leur disant, voilà, je fais un truc comme ça pour m'entraîner un peu. Puis il m'a dit, mais c'est super, faut le publier. Et je leur ai dit, mais ça va pas, non, on va pas publier des trucs comme ça, c'est des rêves à moi, et tout le monde s'en fout de mes rêves, ça intéresse personne. Puis ils avaient vraiment insisté, et c'est devenu le premier livre de la collection Ciboulette. Puis ça m'a fait drôle, quand on voit son travail publié, ça fait toujours une impression très bizarre, quoi. Et ça vous donne envie d'aller plus loin, en fait, de continuer. On voit tout de suite tous les défauts, et en même temps tout ce qu'on peut en tirer de ça, comment on peut progresser, justement. C'est pour ça que c'est intéressant d'être publié. Ça donne un autre regard sur son travail que quand on le voit sur la table de son atelier et tout ça, quoi. Tout le monde rêve, mais on ne se souvient pas tous de nos rêves et de nos cauchemars. Comment vous faites pour retenir aussi précisément ? En fait, il y avait une méthode, c'est-à-dire de ne pas se lever tout de suite quand on avait fait un rêve qui était assez prégnant et qu'on avait envie de noter. Il ne faut pas se lever tout de suite. Il faut repasser le rêve dans sa tête comme si on repassait un film. Et puis après, ensuite, on se lève et on le note. Parce que si on se lève tout de suite, on perd beaucoup de choses, en fait, du rêve. Et moi, je faisais ça, en fait. Le matin, je restais allongé dans mon lit et je repassais le rêve ou les rêves que j'avais faits, dont je me souvenais. Et ça marchait. C'est une méthode qui marche très bien. Et ce qui est marquant et frappant quand on lit cet album aussi, c'est à quel point tout est très clair. Il y a très peu de cases. Il y a souvent 4 cases par page. C'est extrêmement limpide. Comment vous avez imaginé la mise en scène, la mise en page de ces albums ? Après, adapter des rêves, c'est pas toujours facile parce que c'est un univers très changeant qui évolue continuellement. Il y a tout le temps des nouveaux personnages qui apparaissent, des personnages qui disparaissent, on ne sait pas très bien pourquoi. On change le décor, on ne sait pas pourquoi non plus. C'est pour ça que je voulais avoir une narration très simple pour ne pas brouiller la lecture et la compréhension, si j'ose dire, des rêves. C'est pour ça que j'ai choisi cette narration en 4 cases, comme ça, pour simplifier la lecture. Alors là, on le voit, il y a un clown. La page d'avant, il y avait ces personnages avec des longs nez. Oui. C'est une figure qui revient souvent dans vos albums. D'ailleurs, il y a souvent des personnages avec des très longs nez. D'où ils viennent, ces personnages ? Comment vous les expliquez ? Ça, c'est les personnages que j'ai vus dans le rêve. Ils viennent du rêve, justement. C'est un rêve qui se passe autour d'un cirque. Donc il y a ces espèces de clowns, je me souviens plus très bien de l'histoire, mais de ces clowns qui s'échappent du cirque, qui sortent, et qui en même temps, ce qui était intéressant dans ce rêve, c'est qu'il n'est pas dans son rôle de clown, justement.
Il est à l'extérieur du cirque, mais quand même en costume de clown. Et il fait pas rire. Mais les clowns m'ont jamais fait rire, ceci dit. Et c'est cette espèce de décalage qui donne quelque chose d'assez mystérieux, d'assez inquiétant pour le rêveur que j'étais, quoi. C'est des cauchemars, mais en même temps, il y a toujours beaucoup d'humour. Il y a toujours un peu d'ironie aussi dans ces histoires. Oui, ça correspond un peu à mon caractère, je crois. Et la difficulté de retranscrire un rêve, c'est aussi qu'il n'y a pas vraiment de narration figée dans un rêve, il n'y a pas forcément de fin. Et comment vous imaginez la fin à chaque fois de ces histoires ? Justement, il n'y a pas de fin. J'essaie de faire la fin, de finir comme finit le rêve, c'est-à-dire sur un tête-à-queue ou sur rien du tout, sur quelque chose d'ouvert ou alors il n'y a pas de fin, quoi. C'est ça qui m'intéressait aussi, de garder vraiment la matière du rêve, de ne pas en faire une histoire, de ne pas en faire une bande dessinée, mais de garder la matière vraiment brute du rêve, c'est-à-dire justement avec ces changements qui ne sont jamais expliqués, avec des fins qui ne finissent pas, avec des débuts qui commencent pas, et où on se retrouve plongé dans un univers bizarre qu'on maîtrise absolument pas, en fait. Il y avait de l'autocensure, il y a des choses que vous vouliez pas dessiner, que vous voyez dans vos rêves Non, j'ai choisi des rêves que j'avais envie de dessiner. J'ai pas dessiné tous mes rêves, mais ce que j'ai dessiné là, c'était vraiment les rêves tels qu'ils étaient. J'ai rien enlevé. Et vous faites plus de cauchemars que de rêves, parce qu'il y a beaucoup de cauchemars quand même dans ces histoires. Là, j'avais choisi de faire un livre avec des cauchemars, plus spécifiquement avec des cauchemars. Donc, c'était le principe du cheval blême, c'était ça, le cheval blême en ancien français, on appelait ça le hoquemar, c'est-à-dire c'était une espèce de cheval blanc qui venait hanter les rêves et qui venait chevaucher dans les rêves et qui amenait les cauchemars, en fait, à sa suite. Quand vous voyez ces planches qui ont 30 ans, Oui. 35 ans, c'est quoi votre regard sur le dessinateur que vous étiez ? Comment vous voyez le trait, la mise en scène ? J'aime toujours bien le noir et blanc très tranché. Après, j'ai quand même fait quelques progrès en dessin. Voilà. Puis là, je dessinais au pinceau. En fait, le trait était un peu plus épais, tout ça. C'est vrai que je dessine plus tout à fait comme ça, même si je me retrouve complètement, oui. Mais il y a aussi toujours, ça c'est quelque chose qui a toujours été dans votre travail, c'est les phrases courtes, percutantes. Oui. Vous avez toujours eu ce texte court. Il y a beaucoup d'auteurs qui aiment bien parler. Oui. Mais vous, non. Pour moi, les textes off, comme on dit, enfin les textes qui sont en haut des cases, il me semble pas qu'il faille faire de littérature. Il faut laisser la place au dessin, et c'est quelque chose que j'ai souvent utilisé après dans l'Ascension du haut mal, c'est-à-dire d'avoir une écriture très blanche et de laisser parler le dessin, en fait, plutôt que d'expliquer des tas de trucs ou de vouloir faire passer l'émotion par l'écriture, de la faire passer par le dessin. C'est quand même plus intéressant, à mon avis, dans une bande dessinée. Vous vous souvenez des réactions qu'a créé l'album à l'époque ? C'était Oui, les gens étaient très impressionnés, effectivement. Personne n'avait vu ça. C'est quelque chose qui existait déjà dans la littérature. Il y a Michel Léris qui avait publié un recueil de rêves. Il y a Graham Greene qui l'a fait aussi. Enfin, il y a un certain nombre d'auteurs qui faisaient ça. Ça correspondait bien à l'esprit de l'association parce que justement, on voulait faire des bandes dessinées en regardant la littérature. C'était notre référence, plus que la bande dessinée finalement. On voulait faire des essais en bande dessinée, de la poésie en bande dessinée, du récit de voyage en bande dessinée. Et là, ça a été une façon de transposer ce genre littéraire, entre guillemets, en bande dessinée. Alors, vous avez mentionné à l'instant l'Ascension du haut mal, donc c'est justement l'album dont on va parler là maintenant. Oui. C'est peut-être l'album que vous avez fait qui est le plus connu du grand public. Est-ce que vous pouvez raconter dans quelles circonstances vous l'avez imaginé, conçu ? C'est celui qui est le plus traduit dans le monde, jusqu'à présent en tout cas. Et imaginez, c'est un album autobiographique, donc je ne l'ai pas imaginé, je l'ai vécu. Après, j'ai imaginé le livre, évidemment, parce que il y a une part d'imaginaire dedans. C'est pas un compte-rendu réaliste de toute façon. Mais j'avais envie de raconter la vie de notre famille qui a été bouleversée par la maladie de mon frère, qui est devenu épileptique à l'âge de 7 ans. Et à partir de là, il avait 3 crises d'épilepsie par jour, d'épilepsie assez grave, et évidemment, ça changeait complètement notre mode de vie. Et en même temps, je voulais raconter aussi à partir de là la construction de mon imaginaire, un peu le dessinateur que je suis devenu, avec un frère malade à ses côtés, un frère avec qui je dessinais beaucoup quand j'étais petit, on dessinait beaucoup ensemble. Et petit à petit, mon frère a complètement cessé de dessiner et moi j'ai continué.
Et puis je voulais raconter l'histoire de ma famille aussi loin qu'on pouvait remonter, enfin à travers les souvenirs de mes parents, parce que mon père et ma mère nous racontaient beaucoup d'anecdotes sur nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, enfin des gens qu'on n'avait pas connus mais qui vivaient au 19e siècle. Et moi, ça nous semblait être un univers absolument extraordinaire. Et j'avais envie de raconter tout ça, un peu la mémoire de la famille. Vous avez souvent dit en interview que vous faites pas vraiment de scénario, mais vous imaginez les séquences et puis après vous vous dites c'est ça que je vais mettre dedans. C'est comme ça que vous avez imaginé Oui, cet album ? l'Ascension du haut mal, j'y pensais, j'avais envie de le faire pendant longtemps, mais sans savoir bien par quel bout prendre ça en fait. Alors il y a deux choses. Enfin, d'abord il y a eu la création de l'association. Je me suis dit tiens, là j'ai l'éditeur pour le publier, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai fait le premier tome, s'il n'y avait pas eu l'assaut, je voyais pas à quel éditeur j'aurais pu proposer ça, franchement. Après, il y a les gens de chez Casterman qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais t'aurais dû nous le montrer, on l'aurait publié et tout. » Mais je savais que c'était pas vrai, c'était un truc qu'ils disaient après coup pour se faire mousser. Et ils l'auraient pas publié. Donc, déjà, la création de l'association, ça faisait que je savais que je pouvais le faire. Bon, j'ai commencé à en parler un peu à l'assaut avec les autres, un peu comme le cheval blême, quoi. Et puis, m'est venue la première page. C'est vrai que je prépare jamais beaucoup mes livres, en fait. Souvent, j'ai le début, et puis je me lance à partir du début. J'ai fait un petit dessin, je me souviens, où j'ai dessiné mon frère, ma sœur et moi. Et puis, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai les personnages, je sais comment les faire. Et puis, m'est venue cette première page. Je me suis dit, tiens, ce souvenir que j'ai, alors que je suis en train de me laver les dents dans la salle de bain de mes parents, chez mes parents, puis mon frère qui rentre, et où je me rends compte à quel point il est adulte et à quel point la maladie l'a complètement transformé, l'a complètement démoli. Il a plus de cheveux derrière la tête, il a perdu toutes ses dents à force de tomber, de faire des chutes. Il a des cicatrices sur le corps, c'est pareil, qui marquent toutes les chutes, toutes les crises qu'il a pu avoir. Et je me rends compte que je le regardais plus. Et pour moi, c'est le point de départ du livre, et c'est la première scène du livre. Alors, scène que des des auteurs plus classiques m'ont reproché, en disant « Ah ouais, c'est des bouquins où ils racontent comment ils se lavent les dents, on n'en a rien à foutre et tout. » Non, j'ai entendu ça, vraiment. Moi, je cherchais à dire, évidemment, à travers cette scène, je dis bien autre chose que le fait simplement de se laver les dents. Donc, c'était une scène vraiment, vraiment capitale. Et c'était une scène aussi de dessin, c'est-à-dire où je me rendais compte que la maladie avait pu marquer, avait pu se dessiner sur le corps de mon frère. Et je voulais commencer par là, pour montrer que c'était aussi du dessin et que on rentre dans l'histoire avec quelque chose du dessin de la maladie sur un corps. Et après, la séquence d'après, c'est une séquence où on revient en arrière, où on revient à l'enfance, et c'est le point de départ du livre, quoi. Alors après, c'est des anecdotes de l'enfance, plus rigolotes, quoique. Mais bon. La dernière case, là, c'est quand même quelqu'un qui va perdre ses dents, donc c'est pas très rigolo. Oui, c'est un peu nos jeux d'enfants. Alors, comme on habitait Orléans, Jeanne d'Arc était un personnage historique très présent, et on jouait beaucoup à Jeanne d'Arc avec ma sœur. Et une fois, mes parents étaient arrivés au bon moment où mon frère était en train d'allumer le feu sous la chaise où ma sœur était attachée. Et ma sœur était absolument ravie, parce qu'on jouait pas beaucoup avec elle, on était deux garçons, et là, pour une fois, on l'avait intégrée à notre jeu, et elle était absolument ravie de jouer Jeanne d'Arc, sans bien mesurer les conséquences, là. Et puis là, c'était mon frère, oui, que je m'étais amusé à lui attacher les pieds et les mains, et à le pousser dans l'escalier, tout simplement. Ça, c'est une séquence qui est importante, parce qu'elle est aussi au centre d'un des aspects les plus importants de votre bibliographie, c'est l'importance des mythes, de l'histoire et de la guerre, qui sont des motifs qui reviennent souvent et qui vous inspirent. Justement, c'était des choses que nous racontaient mes parents. Mes parents nous racontaient beaucoup d'histoires. Quand on était pendant les repas, en fait, mon père nous racontait la Bible. Mon père était très croyant. Il allait à la messe tous les dimanches, mais il allait aussi à la première messe avant d'aller à son travail. Donc lui, il nous racontait la Bible. Et ma mère nous racontait les livres qu'elle lisait. Et elle lisait des tas de trucs, absolument tout et n'importe quoi. À un moment, elle était en train de lire l'histoire des conquistadors, et elle nous racontait l'histoire de la conquête du Mexique et du Pérou par les conquistadors. Et nous, on était absolument émerveillés, et on trouvait ça absolument génial. Et le soir, elle nous lisait toujours aussi des histoires avant de nous endormir.
Et notamment, je me souvenais des voyages de Marco Polo avec les Mongols, avec Kubilai Khan et les conquêtes mongoles. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Ça vous a même beaucoup guidé dans vos choix après d'histoires à raconter, même dans votre style graphique. Oui, de toute façon, ça a fait que je me suis passionné pour l'histoire. Et quand mon frère est tombé malade, quand il a eu sa première crise, les médecins, et toujours maintenant d'ailleurs, les médecins n'ont jamais été capables d'expliquer d'où venait sa maladie. Avec ma sœur, on avait demandé à nos parents « Mais qu'est-ce qu'il a, Jean-Christophe ? Qu'est-ce qu'il a ?» On ne sait pas. Ni les parents, ni les médecins n'étaient capables de nous répondre. Et je me souviens que pour moi, ça a été un peu vraiment un choc, parce que je pensais que les adultes avaient réponse à tout. Je pensais que si on était malade, on vous donnait un médicament, puis vous étiez guéri. Et puis là, c'était pas ça. Mon frère prenait des médicaments, mais il n'était pas guéri. Et puis, il avait une maladie dont on ne savait pas ce que c'était. Ça s'appelait l'épilepsie, mais on ne savait pas d'où elle venait. Et mon frère n'avait pas de malformation dans le cerveau, il n'avait pas d'infection, pas de maladie, il n'était pas tombé sur la tête, à part quand je l'ai poussé dans l'escalier, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je me souviens qu'il a perdu les 2 dents de devant, mais il n'est pas tombé sur la tête. Donc c'était un mystère. Et donc pour moi, j'ai traduit ça par des scènes de bataille. Je dessinais des scènes de bataille, et pour moi, c'était les crises de mon frère. Et il était en guerre contre lui-même. Quand je le voyais tomber, tout d'un coup, c'est comme si il y avait un combat qui se passait à l'intérieur de lui. Et c'était mon explication d'enfant. Et mon explication d'enfant dessinateur. C'est ça qui était important. Et c'est un album dans lequel aussi, comme vous racontez votre vie, c'est une BD qui dit jeu, qui est intime, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très nouveau quand vous commencez à le faire au milieu des années 90. C'est quelque chose qui se faisait un peu aux États-Unis, mais pas du tout en France. Aux États-Unis et un peu au Canada, il y avait les gens comme Joe Matt et Seth et Chester Brown. Chester Brown, voilà, exactement. Et on regardait beaucoup ça à l'assaut. Enfin, moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça par mes petits camarades de l'assaut qui se passaient les comics de Chester Brown, je me souviens. Et donc, du coup, j'ai lu ça. Puis je me suis dit, ah oui, tiens, j'étais impressionné. Je me dis, voilà quelqu'un qui raconte quelque chose du quotidien, de sa vie. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'avait impressionné. Alors, j'ai lu que vous étiez en train de préparer la suite de l'Ascension du Haut-Mal. Oui. À quoi ça va ressembler À quoi ça va ressembler ? À rien. Non, ça va ressembler à Babel, qui est un comics que j'ai commencé après avoir fait le 6e tome de l'Ascension du Haut-Mal. Et puis, il se trouve que pour des problèmes d'édition entre l'Italie et la France, parce que l'éditeur à l'origine était italien, il avait fait adapter la collection de comics de Babel, qui était en fait pour moi la suite de l'Ascension du Haut-Mal. Bon, il l'a publié en France, puis ça a capoté et tout. Donc l'association a récupéré les droits et je vais continuer les pages que j'ai faites dans Babel pour faire l'Ascension du Haut-Mal. Donc ça aura cette forme-là. Enfin, ce sera en noir et blanc aussi, même si Babel était paru en 2 couleurs. Je vais laisser tomber la couleur et revenir au noir et blanc. Donc dans Babel, en fait, il y avait des chapitres. C'est ce qui sera, je pense, différent par rapport à l'Ascension du Haut-Mal, c'est que là, il y aura des chapitres pour rythmer l'histoire. Ça sortira quand ? Ah, je ne sais pas. Là, j'ai repris tout ce que j'avais de documentation autour de ça, enfin de ce qui s'est passé après le 6e tome jusqu'à la mort de mon frère. J'ai fait une sorte de plan de tout ce que je voulais dire. Et puis il y a des choses, je voudrais revenir sur des choses dont j'avais déjà parlé dans les précédents livres. Donc voilà, je me suis fait une sorte de plan. Maintenant, je laisse reposer. Et puis, c'est un peu comme pour la première page que je vous montrais tout à l'heure, celle de la salle de bain. J'attends qu'il y ait une page qui vienne et puis ça enchaînera sur la suite. Et là, on voit aussi, quand on voit toutes ces images, que le trait a un peu évolué après le cheval blême. Oui, il tout à fait. Oui. L'Ascension du Haut-Mal, c'est un peu le livre avec lequel j'ai appris à dessiner. Quand je l'ai commencé, je travaillais plus en atelier, mais j'avais vu, quand je travaillais en atelier, j'étais avec Lewis Trondheim, et Lewis Trondheim, un jour, il faisait ses petites bandes dessinées comme ça au début. Puis un jour, il a dit, je vais faire un album de 500 pages, et ça va s'appeler Lapino et les carottes de Patagonie. Et ce sera un livre que je vais faire pour apprendre à dessiner, parce que je ne sais pas bien dessiner. Et il a fait ça, c'est 500 pages, et quand vous voyez la première page et la dernière, c'est effectivement complètement différent. Et c'est là où Lewis a trouvé son style et tout ça. Et le Haut-Mal, ça a été un peu ça pour moi. Je suis parti comme ça.
Et tout l'univers graphique que j'ai développé, que je continue à développer, vient de là. Ce genre d'images, de grandes images justement, avec d'images symboliques, avec mes parents et mon frère qui sont comme là entourés par ce cercle de médecins qui dansent autour d'eux, sans être capables de guérir mon frère, sans être capables d'apporter de solutions. C'est un peu le genre d'image que j'aime bien dessiner, justement pour évoquer une chose, plutôt que de montrer mes parents qui vont voir un médecin, puis qui vont en voir un autre, puis encore un autre, et encore un autre, et ainsi de suite. Je pense qu'en une image, je dis quelque chose de ce qu'eux m'ont transmis, de leur expérience à ce moment-là. Alors, vous parlez des images symboliques. Le prochain album, c'est un peu moins symbolique parce que là, c'est le concret. Oui. C'est l'histoire. C'est quelque chose de difficile à évoquer parce que c'est quand même une grande période. C'est des relations très compliquées. Mais c'est un ouvrage qui est aussi important dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ce projet est né ? C'est un ouvrage important parce que je l'ai fait avec un historien donc, qui s'appelle Jean-Pierre Filiou, qui est un spécialiste du Moyen-Orient. Il est arabisant, il a été diplomate dans les pays du Moyen-Orient, justement. Il a été en poste au Liban, en Syrie et puis en Tunisie. Donc il a eu une expérience de tout ce qui s'est passé là-bas. Et puis c'est quelqu'un de très ouvert qui aimait beaucoup la bande dessinée, qui connaissait mon travail avant que je le rencontre. Quand la Seconde Guerre du Golfe a éclaté, j'avais envie de faire un livre autour de ça. Je voulais faire un livre sur un thème qui n'avait pas encore été traité. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai jamais vu de livre d'histoire autour des relations, de comment les États-Unis ont rencontré pour la première fois des musulmans, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est développé. Enfin, d'où vient ce conflit, en fait. Et puis, je me suis rapidement retrouvé totalement submergé sous une masse de documentation, évidemment. Je ne savais pas par quel bout prendre ça. Et j'ai rencontré, par hasard, au Festival du livre d'histoire de Blois, j'ai rencontré Jean-Pierre Filiou. Et je lui ai proposé qu'on fasse le livre ensemble. Et il a sauté sur l'occasion avec beaucoup d'enthousiasme, puisqu'il m'a dit « je connais ton travail, je trouve ça super ». Et lui avait lu Les chercheurs de trésors, qui est donc une histoire de fiction qui se passe en Orient à l'époque des Mille et une nuits. Et puis donc on est parti comme ça. Alors il a commencé par me faire un découpage genre bande dessinée. Et donc le livre commence par la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, où les États-Unis, comme un certain nombre de pays européens, sont confrontés à la piraterie barbaresque et cherchent à se dépatouiller avec ça. Donc c'est une histoire de pirates en fait. Et les relations entre les États-Unis et les pays musulmans commencent tout de suite par un conflit. Et comme dit Jean-Pierre, il dit c'est marrant parce qu'à cette époque-là, les États-Unis, c'est les bons d'une certaine façon, c'est les gentils, c'est les victimes. Et ils sont victimes des pirates. Et Jean-Pierre a commencé à m'écrire un truc, mais vraiment c'était un peu genre Barbe Rouge et tout ça. Ouais, à l'assaut, à l'abordage et tout. Alors j'ai dit écoute, on va arrêter là. Je pense que la partie BD c'est pour moi, tu vois. Toi tu m'écris les faits historiques, puis l'adaptation en BD, je vais m'en occuper moi parce que là c'est un peu. Je voyais le livre que ça allait faire, un espèce de truc un peu neuneux. À mon avis, je veux pas. On s'entend très bien avec Jean-Pierre, je le dis tout à fait. Alors, il a tout de suite compris, il m'a dit oui, je comprends, je vois très bien. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et donc, lui me donnait tout le déroulé des faits historiques. Et avec les dialogues, quand on en avait, c'est-à-dire que tous les dialogues qui sont dans le livre sont attestés, sont vrais. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien inventé. C'est vraiment un livre historique. C'est pas une BD d'après des faits historiques, c'est vraiment une bande dessinée historique. C'était un peu ce qu'on voulait faire, c'était un peu l'enjeu. Le point commun de ces 3 livres, c'est que le premier livre parle des rêves, on raconte les rêves. Le deuxième, vous racontez votre vie, l'histoire de votre frère. Et là, c'est raconter 250 ans d'histoire. À chaque fois, c'est sur le papier des livres qui sont quasiment impossibles à faire. Et souvent, en fait, les livres que vous faites sont un peu des livres qui ont l'air très difficiles à concevoir, impossibles à faire. J'aime bien les défis comme ça, justement. Moi, mon travail de bande dessinée, d'auteur de bande dessinée, c'est de faire des choses qu'on ferait pas forcément comme ça, auxquelles on penserait pas. J'aime bien me confronter à des sujets. Pour moi, le sujet est important. C'est pas. Donc là, je m'étais dit comment faire justement en bande dessinée un livre qui soit vraiment un livre d'histoire, mais en même temps dont les dessins ne soient pas du réalisme plan-plan, bêta et tout ça. Donc j'ai beaucoup utilisé les métaphores graphiques, c'est ce qui m'intéressait dans ce bouquin-là, pour traiter les sujets justement. Parce que c'est des fois quelque chose d'extrêmement ardu à raconter
quand il y a des, je sais pas, des tractations entre pays où c'est des émissaires, des échanges d'ambassades et tout, c'est que des discussions, mais c'est quelque chose de très important à raconter. Alors il y a des gens qui m'ont dit ouais, cette partie-là c'est un peu ennuyeux et tout. Je dis bah oui, mais en même temps du point de vue historique, ça a été quelque chose de capital qu'à un moment, il y a eu des discussions entre Palestiniens et Israéliens, mais ça passait par les Français, par les Libanais, par les Saoudiens ou tout ça. Ça dit énormément de choses sur la politique de cette région-là. Et vous avez parlé des métaphores graphiques, et c'est quelque chose qui est vraiment une de vos marques de fabrique, cette capacité à réussir à synthétiser en un dessin quelque chose d'extrêmement complexe. Ouais. Bah ça, c'est quelque chose, je sais d'où ça me vient. Enfin, j'ai réalisé après, en fait. Quand j'étais petit, chez mon grand-père, je lisais les livres de Christophe. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Christophe, c'est un dessinateur de la fin du 19e siècle qui a fait pas vraiment des bandes dessinées, mais des livres illustrés avec des cases. Vous savez, des livres, c'est-à-dire vous aviez des cases, comme les cases de bande dessinée, avec un pavé de texte en dessous. Et c'était toujours des livres humoristiques. Et il y en a un qui s'appelle L'idée fixe du savant Cosinus, où c'est un savant absolument farfelu auquel il arrive tout un tas d'aventures à cause d'inventions absolument délirantes qu'il fait. Alors, il y avait ces cases et tout, qui étaient très bien. C'était un excellent dessinateur. Et en même temps, pour rythmer les chapitres, il y avait des espèces de petits cabochons qui, je m'en étais aperçu à la lecture, étant petit, était très bien parce qu'il résumait ce qu'il y avait dans le chapitre. Chaque chapitre correspondait à une histoire, à une aventure, et en même temps, le cabochon, il résumait tout en un dessin. Et je trouvais ça absolument génial. Je me disais, ah oui, c'est super. Et c'est vrai que j'utilise ça, enfin je cherche quelque chose comme ça, quand j'utilise ces métaphores graphiques, à synthétiser le plus possible. Des fois, c'est difficile de faire rentrer toute l'histoire des conflits au Moyen-Orient dans un petit dessin. C'est quasi impossible. Mais par exemple, on en a une image ici avec tous les participants justement à ces conflits, les différents participants à ces conflits. Ben justement, cette page, c'est la dernière de la trilogie. Il s'est passé beaucoup de choses en 12 ans. Oui, ça c'est sûr. Vous aimeriez faire un autre livre? J'en avais parlé avec Jean-Pierre, mais il m'avait dit, écoute, de toute façon, ça s'appellerait plus Les meilleurs ennemis. Parce que maintenant, c'est plus ça. C'était le moment, au moment où on en avait parlé, c'était à l'époque d'Obama, et il m'a dit, les Américains, ils se retirent de toute cette région. Donc c'est plus les meilleurs ennemis, c'est plus rien. Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a pas d'amis, c'est l'indifférence en fait. C'est on s'en fiche et on remet les clés du conflit en gros à Israël et à l'Arabie Saoudite. Et vous vous débrouillez avec ça. C'est vous qui faites les gendarmes. Nous, on ne veut plus y aller. Donc, il dit ce sera un nouveau cycle en fait. Et je pense que pour le faire, il faudra laisser passer un peu de temps parce que faire les choses à chaud, c'est toujours assez difficile. Là, ce qui était intéressant, c'est que justement, on avait pas mal de distance, mais que Jean-Pierre aussi avait été sur place à certains moments de ce qui était arrivé au Liban, au moment de la guerre civile, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses qu'il avait vécues de près. Donc, le dernier livre, c'est votre plus récent, c'est donc Monsieur Chouette, qui vient de sortir. Il y en a qui ont dit que c'était votre grand rtour, puisque c'est vrai que ces dernières années, vous avez scénarisé Antipode. Je n'ai plus rien foutu. Il y a eu Donjon, mais... Il y a eu le Covid. Mais c'est votre premier grand livre depuis original. Comment il est né cet album? Je crois qu'il y a quelque chose de personnel aussi. Je publiais chez Cornelius un comics qui s'appelait Le Nain Jaune. Et dedans, j'avais fait une petite histoire qui s'appelait donc Monsieur Chouette, qui était inspiré d'un poème de René Daumal. C'était un poème sur la mort. Et j'avais fait cette petite histoire comme ça. Et c'est une histoire qui m'avait bien plu. Et ensuite, j'ai eu envie de la développer, d'en faire plus de pages. Donc je me suis mis à travailler dessus et en parlant avec une personne qui s'appelait Marine, qui avait été ma compagne pendant presque 10 ans, je lui ai dit, tiens, elle me demandait ce que je faisais et je lui disais, tiens, j'ai repris Monsieur Chouette et je développais. Elle m'a dit, c'est super, parce que moi je m'étais complètement identifié au personnage principal. Et du coup, je me suis dit, oui, inconsciemment, c'est vrai, c'est elle que j'avais dessinée. Et du coup, je me suis dit, le personnage, ça va être elle. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, la réalité rejoignait la fiction. Alors le livre est resté une fiction, évidemment, mais c'est vrai que je dessinais ce personnage en pensant à elle, en lui donnant un peu ses traits de caractère et tout ça. Et ce personnage qui avait
peur de son ombre correspondait à un de ses traits de caractère. Et bon, malheureusement, je faisais le livre en espérant qu'elle le voie un jour, et elle est morte entre-temps d'un cancer. Mais du coup, j'ai continué évidemment le livre qui lui est dédié. J'ai continué le livre pour elle. Est-ce que vous pouvez parler de cette première... je pense que la rencontre est assez belle dans le livre entre les deux personnages. Là, c'est la première page. C'est pas la première page du livre, mais c'est la première page du récit, disons. C'est où l'histoire commence. On a cette fille qui rase les murs. Dans le livre, elle s'appelle Marie. Donc, elle rase les murs la nuit parce qu'elle veut absolument pas être dans les cercles de lumière des lampadaires parce qu'elle risque de voir son ombre. Et comme elle a peur de son ombre, elle préfère marcher dans la nuit. Et donc, il y a ce personnage de Monsieur Chouette qui est là à ne rien faire sur un banc, et qui l'apostrophe et qui lui demande ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent et que le personnage de Monsieur Chouette, qui est un personnage fantastique, un personnage de psychopompe, comme on disait autrefois, c'est-à-dire un personnage qui guide les âmes des morts sur les chemins de l'au-delà, pour être sûr que les âmes ne s'égarent pas en chemin. Donc j'avais choisi ce personnage de Monsieur Chouette parce que j'aimais bien il y a tout un tas d'animaux psychopompes dans la mythologie, en fait. Mais la chouette, elle a un côté un peu humain, les chouettes ou les hiboux, comme ça, avec des grands yeux. Ils sont un peu engoncés, comme s'ils étaient dans un costume. Et donc, j'en ai fait un espèce de personnage mi-humain, mi-animal, qui me plaisait bien, parce que ça permet d'introduire tout de suite le côté fantastique de l'histoire, et en même temps, en le plaçant d'une façon très quotidienne. C'est-à-dire que la rencontre se fait comme ça, par hasard, comme on peut croiser quelqu'un dans la rue. Et c'était un personnage aussi qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de dérision, Monsieur Chouette. C'est pas un personnage... Il peut être inquiétant, mais il n'est pas que ça. Et le dessin aussi, là, est très intéressant, et on voit encore l'évolution depuis le premier... Alors là, ça, c'est dessiné à la plume, par contre, c'est-à-dire que le trait est plus fin, et j'utilise plus les grilles optiques, en fait, les petits traits, dans ce livre-là. Il y a beaucoup de dessinateurs, plus ils vieillissent, plus leur trait va aller dans l'épure, ils vont se délester de traits, et vous, c'est un peu c'est pas vraiment le cas. Il y a toujours autant de détails, c'est même très foisonnant. L'album, il y a beaucoup de personnages. Je voulais que ce monde de l'au-delà, puisque ça se passe dans l'au-delà, après ils vont dans l'au-delà, justement, je voulais que ce soit un monde très, très concret, justement, très précis, je voulais pas faire un truc vague. C'est un livre d'aventure, enfin, ils vivent des aventures, c'est un vrai livre d'aventure. Je voulais pas faire un espèce de conte philosophique un peu abstrait autour de la mort et tout ça. Et je voulais vraiment que les personnages vivent des choses, si j'ose dire, dans ce monde des morts. C'est un monde très vivant, ça n'arrête pas de bouger tout le temps, il y a plein de choses, il y a plein de gens, ça s'agite dans tous les sens, ça mange, ça boit, ça dort, ça se court après, tout ça. Donc... je tenais beaucoup à ça, en fait. À ce que ce soit pas un album, triste. Mais on a l'impression même des fois que tout a été noir et qu'en fait vous cherchez les zones de blanc et que vous sculptez un peu le noir pour faire sortir le blanc. La manière dont on voit le costume du personnage, est-ce que ça vient de ça ? Est-ce que c'est vraiment... Vous avez tiré du blanc et pour trouver dans le noir le personnage ? Non, ça c'est ma façon de faire quand je fais un personnage noir sur noir. Des fois, je peux le faire disparaître plus complètement en effaçant une partie du trait du contour. Mais sinon, je fais toujours un contour comme ça. Ça, c'est mes trucs graphiques à moi pour mettre un personnage dans l'obscurité. Alors là, justement, j'ai utilisé une astuce on le voit là, là, les personnages sont en noir et blanc, il n'y a pas de gris. Et tout d'un coup, quand le personnage de Monsieur Chouette se met à faire de la lumière avec ses yeux, tout le corps de Marie est grisé, pour que la lumière ressorte plus. Alors c'est complètement irréaliste, évidemment, par rapport à la case d'avant, mais c'est des trucs graphiques qui permettent justement de dire quelque chose. Voilà. Et comment vous faites ? Parce que c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est très important, quand on dessine depuis aussi longtemps que vous. Comment vous faites pour ne pas avoir mal à la main ? Comment vous faites pour préserver votre outil de travail ? Pour préserver l'outil de travail, camarade, en fait, je travaille... J'essaie de prendre la plume. Il y a des gens, je regarde souvent, il y a des dessinateurs qui prennent la plume très près de la plume, justement. Et je trouve que ça crispe pas mal. Moi, j'essaie de la tenir le plus souvent comme on tient un pinceau, en fait. Où ça garde une certaine latitude et ça fait un trait beaucoup plus souple.
Et c'est beaucoup plus agréable. Mais j'ai jamais eu de problème de main, de tendinite ou de choses comme ça, justement à cause de ça. Et je trouve que ça donne un trait beaucoup plus léger, le fait de tenir par le bout du porte-plume. Ça donne un trait beaucoup plus léger, beaucoup plus souple, et c'est beaucoup plus agréable pour moi. Et je trouve que mon dessin est mieux, en fait. Vous êtes plus content avec votre dessin aujourd'hui que... Ah ben qu'à oui, l'époque. de toute façon, oui, heureusement. Oui. Non, j'ai toujours autant de plaisir à dessiner. Enfin, je sais pas. Là, quand je suis arrivé, je sais plus, jeudi, je suis sorti de l'avion, tout ça. J'ai fait un voyage qui était un peu long. J'ai pris le RER pour venir. Puis il se trouvait que pour des questions d'horaire, je suis arrivé directement à la dédicace, en fait. Et puis j'ai commencé je m'assieds, je commence ma première dédicace. Je me dis, qu'est-ce que c'est bien de dessiner. Tout d'un coup, enfin, j'ai retrouvé ça. Après ce voyage et tout ça, le taxi, le machin, l'aéroport, l'attente pour embarquer. En plus, l'avion avait du retard, tout ça et tout. Ça soulageait, c'était vachement bien. Et c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai ressenti en faisant l'ascension du Haut-Mal, en dessinant l'ascension du Haut-Mal. Au bout d'un moment, il y a des pages qui étaient dures à faire et tout au début. Et puis, après, vers la fin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est agréable. Et puis, je sentais vraiment la douleur que je pouvais ressentir par rapport à l'histoire que je racontais, qui partait sur le papier avec l'encre. Enfin, mais vraiment quelque chose de physique, quoi. C'est ça qui était... On me demandait justement si je travaillais à la palette graphique. Je disais, non, moi, j'ai vraiment ce plaisir de sentir la plume qui gratte sur le papier. Je prends exprès un papier qui a un peu de grain pour sentir justement la plume qui gratte un peu, quoi. Je prends pas de papier lisse. Il y a des dessinateurs qui bossent comme ça à l'encre ou à la plume ou au pinceau, qui prennent un papier très lisse. Mais moi, j'aime bien que ça accroche un peu. On sent vraiment qu'on est en train de dessiner, quoi. C'est pas, on fait du patin à glace, quoi. C'est mieux. Puis des fois, il y a des petits accidents. C'est marrant. Ça apporte quelque chose au trait et au dessin, je trouve. Je crois que c'est fini. Ah bon ? Merde. Bon.